On se retrouve aujourd'hui avec Manon, qui est diététicienne nutritionniste à la Mutualité française. Bonjour Manon. Bonjour Julie, bonjour tout le Et monde. Manon, aujourd'hui, tu vas nous parler du batch cooking. Donc, cette conférence va s'inscrire dans la lignée de toutes les conférences web qu'on a fait cette année sur la santé mentale, parce que le batch cooking peut être un outil intéressant quand on veut diminuer sa charge mentale. On prépare, enfin Manon va vous expliquer le concept, mais l'objectif c'est de se retirer la préparation des repas de la tête. Donc Manon va vous donner toutes ses astuces pour cela. Manon, je te laisse la main et vous te laisse la main. Je te remercie. Donc Alors le diaporama va s'afficher. du coup, je me présente, je suis Manon Haro, je suis diététicienne nutritionniste à la Mutualité et du coup, on va voir aujourd'hui ensemble le principe du batch cooking, comment on le met en application, un petit peu toutes les clés pour essayer cette nouvelle méthode qui, comme l'a dit Julie, permet d'alléger fortement la charge mentale. Donc, en partie, on va voir un petit peu ce que c'est le batch cooking, tout simplement la définition et à qui ça s'adresse. Donc, le batch cooking, qu'est-ce que c'est? Ça vient de l'anglais cuisine en lot ou fournée cuisine. En fait, le principe, c'est de cuisiner une grande quantité, une grande variété d'aliments sur un temps donné. C'est souvent sur le week-end, pour plusieurs jours, et en général, on cuisine pour la semaine entière et on reproduit chaque week-end de nouveaux menus. Donc, les aliments, ils peuvent être cuisinés soit sur une recette complète, et dans ce cas-là, on n'aura qu'à réchauffer finalement la préparation qu'on fait pendant le week-end, soit on va les faire de manière assez neutre et on va les assembler toute la semaine selon nos envies. Des fois, c'est vrai que le batch cooking, ça peut être sympa parce qu'il n'y a rien à faire, on peut le mettre au micro-ondes, mais nos envies alimentaires dans la semaine peuvent être un petit peu changeantes. Et puis, des haricots verts, on aimera plutôt se les faire en salade qu'en poêlée, par exemple. Donc, c'est un petit peu selon vos goûts et selon vos attentes par rapport au batch cooking. Le batch cooking, ce qui est bien, c'est que ça peut aussi se faire en famille, en couple. Enfin, voilà, on peut vraiment le faire à plusieurs et du coup accélérer un petit peu la préparation des recettes. Quels sont les avantages du batch cooking? Ben, déjà, ça fait gagner beaucoup de temps. C'est vrai que souvent, on passe beaucoup de temps à se dire qu'est-ce qu'on mange ce soir, qu'est-ce qu'on mange ce midi, qu'est-ce qu'on fait à manger. Voilà, donc ça fait en fait, ça fait vraiment gagner du temps parce que le fait de programmer ses menus sur toute une semaine, c'est beaucoup plus pratique. On peut aussi équilibrer ses menus. C'est plus facile, du coup, de préparer toute sa semaine, de se dire, voilà, je prépare de telle manière, je fais tant de légumes, tant de viande, tant de poisson. C'est vraiment plus propice à l'équilibre alimentaire et on verra à la fin quelques recettes équilibrées qui peuvent être appliquées au batch cooking. Ça va permettre d'alléger sa charge mentale, comme le dit Julie, parce qu'effectivement, bah, on n'aura pas à penser tous les soirs, qu'est-ce que je dois prendre, est-ce que j'ai oublié quelque chose aux courses, on n'aura pas à se dire, je dois faire ci, je dois faire ça en termes de cuisine. En général, un batch cooking réussi, on n'a pas à cuisiner plus de 10-15 minutes pour constituer son repas. On va aussi éviter le gaspillage parce qu'un des principes du batch cooking, et vous allez le voir, c'est de faire un peu un inventaire de notre frigo, de faire un inventaire de nos placards pour éviter d'acheter des choses dont finalement on n'a pas besoin et sur lesquelles on ne va pas aller les racheter en supermarché alors qu'on a déjà les choses au frigo et ça nous évitera de jeter, on fera attention aux dates de péremption, etc. Et donc, de fait, ça permet de faire des économies parce qu'en général, bah, quand on programme tous nos menus, quand tout est déjà fait à l'avance, bah, on se dit, j'ai qu'à sortir ça du frigo ou du congélateur. Donc, c'est bien plus pratique et ça évite de commander sur Uber Eats, par exemple. Alors, le batch cooking, c'est pour qui? Ça s'adapte un petit peu à tout le monde, en fait, hein, seul, en couple, en famille, en colocation. Finalement, n'importe qui peut faire du batch cooking et ça peut s'adapter à toutes les situations. Donc ça, je le mets, mais bien évidemment, plus votre cuisine elle est équipée, plus vous avez d'équipements différents, un four, une plaque chauffante, un micro-ondes, un robot de cuisine, plus vous aurez des déclinaisons possibles pour vos recettes. Forcément, c'est plus facile de faire du batch cooking et moins lassant quand on a une cuisine qui est pas mal équipée et qui a bah, on peut faire un peu des cuissons au four, un peu des cuissons à la poêle, on peut un petit peu tout utiliser, peut fonctionner toujours sur un même mode de cuisson. Ça peut s'avérer un peu lassant, mais pour autant, même avec peu de matériel, on peut se mettre au batch cooking. Il y a moyen de faire du cru, du cuit et de faire varier un petit peu les choses.
Si vous n'êtes pas fan de cuisine, le batch cooking, ça peut bien vous réconcilier avec vos fourneaux parce qu'on passe vraiment finalement peu de temps à faire la cuisine pour toute la semaine et ça peut paraître assez motivant de sortir ses repas toute la semaine et de ne pas avoir à cuisiner. Donc là, on va vraiment faire la grosse partie sur la mise en pratique du batch cooking. On va avoir quelques petits conseils sur qu'est-ce qu'il y a dans nos placards. On va voir les grosses parties, comment on s'organise, comment ça fonctionne. Donc déjà, les 5 étapes clés du batch cooking. Déjà, premièrement, ça paraît logique, c'est de planifier ses menus. Alors, ça dépend un petit peu des gens, mais on va prévoir en général un petit déjeuner, un dîner et éventuellement une collation. Collation qui peut être à 4 heures ou à 10 heures pour ceux qui en ont vraiment besoin, qui ne prennent pas de petit déjeuner, par exemple. Établir sa liste de courses. Donc, on va se baser sur ce qui reste dans sa cuisine, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça va être aussi l'occasion de faire le tri et de nettoyer aussi le frigo. C'est vrai que ça, il faut le faire assez régulièrement. Entre chaque course, il faudrait avoir le temps de nettoyer le frigo au vinaigre blanc ou alors avec n'importe quel produit ménager. Tant qu'il n'est pas encore rempli, ce sera bien plus pratique. Ensuite, on va faire ses courses et dans l'idéal sans avoir faim. Pourquoi? Parce que ça, c'est une vieille astuce de grand-mère, mais quand on fait ses courses le ventre plein, on est moins tenté par les produits sucrés ou les produits gras et du coup, on prend vraiment ce dont on a besoin en général. Ensuite, on passe en cuisine. Il ne faut pas prévoir plus de 3 heures. C'est important parce que après, ça peut paraître assez démotivant hein, si on a passé l'après-midi entière de 13 heures à 18 heures devant les fourneaux. On n'aura pas trop envie de garder la motivation pour continuer à faire du batch cooking. Donc vraiment, un batch cooking optimisé, c'est pas plus de 3 heures de cuisine pour toute la semaine. Et ensuite, on profite toute la semaine. Hein, et comme on l'a dit tout à l'heure, un batch cooking, ça nécessite que 10 minutes, 15 minutes max de préparation pour réchauffer ou pour reconstituer, pour assembler les aliments. Mais voilà, vous ne devriez pas passer plus de 15 minutes en cuisine normalement. Alors, pour un bon batch cooking, on essaie de respecter le schéma de l'assiette idéale. Encore une fois, c'est un idéal. On ne peut pas toujours composer de cette manière-là, mais c'est ça qui va vous aider à produire vos propres assiettes équilibrées, en fait. Donc, c'est la moitié de légumes qui peuvent être crus, cuits, un peu des deux, comme vous voulez. Ça doit représenter la moitié de l'assiette. Ensuite, on doit avoir à peu près un quart de viande, poisson, œufs, ou alors des alternatives végétales comme les légumineuses ou comme le tofu, euh, ou alors, mais vraiment pour occasionnellement, des produits comme des steaks végétaux. Donc ça doit représenter un quart de l'assiette. Et ensuite, les féculents qui doivent également représenter un quart de l'assiette. Donc là, ça va être les pâtes, le riz, les pommes de terre, le pain. Ça va être le quinoa. Ça va être aussi les légumes secs. Vous pouvez vous faire exclusivement des légumineuses, comme vous pouvez vous faire un mélange de céréales et de légumineuses, par exemple. Ensuite, on va essayer d'intégrer une portion de fruits, de la matière grasse, c'est important, donc 1 à 2 cuillères à soupe en général. On favorise un petit peu plus les matières grasses végétales, donc les huiles végétales de colza, de noix, d'olive. Après, de temps en temps, rien n'empêche d'utiliser du beurre, il n'y a aucun souci là-dessus. Et un produit laitier, donc là, ce sera un yaourt ou du fromage. Ça peut être du lait, mais c'est très rare de boire du lait comme ça pendant un repas. Donc, plutôt du fromage ou un yaourt, un fromage blanc, des petits suisses, ça peut être un petit peu tout. Le fromage, il faut essayer de rester quand même à une portion par jour. Une portion, ça équivaut à peu près 30 grammes, donc c'est un huitième de camembert. Et de l'eau, bien évidemment, on s'hydrate au cours des repas et tout au long de la journée. Ensuite, les autres principes du batch cooking qui sont très très importants à respecter, c'est de faire déjà des assiettes colorées. On évite les assiettes qui sont maussades avec du poisson blanc et du riz blanc et de la sauce blanche. On fait des assiettes qui sont colorées avec des légumes, on compose vraiment pour que ce soit appétissant. Ensuite, on fait des textures variées. C'est pas génial de faire une soupe, une purée et puis un steak haché. Ça manque un petit peu de texture. Donc, on essaie de faire un peu du blanc, un peu du vapeur, et de varier, d'avoir des choses un peu tendres, un peu plus croquantes, qui nécessitent un peu plus de mâche. C'est très important. J'entends un bruit un peu. Il y a un micro qui a dû se désactiver. Vous m'entendez toujours? Oui, oui, c'est bon. Il y a un Oui, c'est micro qui bon. s'est allumé, mais il a été éteint. C'est bon. Ok, parfait.
Et ensuite, bah, on assaisonne de manière variée aussi, hein. On n'utilise pas toujours les mêmes assaisonnements. On ne fait pas toujours de la vinaigrette. On peut faire des saumons, on peut faire des béchamel, on peut faire du gratiné. Voilà. On essaie de varier. On met aussi un peu des épices plutôt que de toujours trop saler les plats. Essayer d'utiliser les épices et les aromates. Ça fera du bien à votre santé cardiovasculaire et des modes de cuisson différents. Donc ça, c'est ce qu'on disait. C'est vrai qu'un batch cooking, pour pas se lasser, c'est important d'utiliser un petit peu des méthodes de cuisson différentes parce que bah, manger tout le temps à la vapeur, c'est un petit peu monotone. Pareil que de manger tout le temps des choses poêlées. Voilà. Il faut essayer d'user un petit peu de modes de cuisson différents et aussi de consommer des crudités assez régulièrement. Alors, où trouver l'inspiration pour le batch cooking? Le batch cooking, c'est quelque chose qui est très à la mode en ce moment, donc il y a énormément de ressources. Vous pouvez trouver énormément de sites internet qui peuvent vous aider, des applications qui peuvent vous donner des inspirations de recettes selon ce que vous avez dans votre frigo. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Vous avez aussi, bah, forcément, on se base sur les fruits et légumes de saison. Donc, on essaie de respecter au mieux la saisonnalité, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas utiliser, par exemple, des légumes en conserve ou surgelés quand c'est pas la saison. Par exemple, moi, j'adore les légumes d'été, et bah, je me prépare de la ratatouille l'été et puis j'en mange l'hiver. Voilà, il faut un petit peu user de tout ça. Ça a les mêmes bénéfices, donc il ne faut pas hésiter à aller sur les conserves et les légumes surgelés avec un plan alimentaire similaire à ceux des collectivités. Donc ça, je vais vous montrer juste après ce que c'est pour vous expliquer un petit peu bah, quel est le principe et pourquoi on peut s'appuyer là-dessus. Donc sur les réseaux sociaux, les sites internet, les applications, vous avez Joe qui est super, qui peut permettre justement de rentrer ce que vous avez dans votre frigo, qu'est-ce que vous avez comme matériel et ça va vous proposer des recettes adaptées. Vous avez Manger Bouger aussi avec la fabrique à menus qui peut fabriquer des menus pour toute la semaine pour le nombre de personnes que vous voulez. Kitok, Marmiton, Menu Maker, enfin, vous en avez vraiment beaucoup sur Internet de ressources. Mais on va en avoir à la fin de votre selon les restes dans votre frigo et dans vos placards. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à regarder ce qu'on a avant même d'entreprendre un batch cooking parce que ça évitera le gaspillage et puis ça évitera d'engendrer des frais supplémentaires. Et sur des livres de recettes, parce qu'on a tous des livres de recettes qu'on lit très rarement, même moi. Et les exemples de plans alimentaires. Donc ça, c'est ce qu'on peut retrouver en collectivité, donc dans les restaurations collectives, par exemple à l'école ou à l'hôpital pour les salariés ou pour les patients. On va avoir des plans alimentaires avec des familles d'aliments. En fait, là, ils sont classifiés. En gros, le marron, ça va être le féculent. Le rouge, ça va être les protéines. Les fruits, le vert, ça va être les fruits et légumes. Et le bleu, ça va être le produit laitier. Donc, globalement, c'est pour vous montrer comment se constitue un menu équilibré sans vous donner de recettes précises. Et c'est pour vous montrer toutes les catégories d'aliments qu'on peut retrouver et qui vont faire un repas complet. Voilà. Alors, pour les courses, on a quelques conseils. Déjà, quand on établit sa liste de courses, on fait en sorte de suivre l'ordre du magasin dans lequel on défile. Ça va être un petit peu plus pratique. Ça permettra de ne pas faire 15 allers-retours dans les rayons. Donc, on essaie de, par exemple, mettre les œufs avec la crème à la suite et les produits laitiers. Souvent, on trouve ça dans les mêmes rayons et ça évitera qu'on fasse des allers-retours inutiles. Surtout si on fait tout dans la même journée, les courses le matin, le batch cooking l'après-midi, il vaut mieux pas perdre de temps. Dans la mesure du possible, on fait ses courses après manger pour éviter d'être tenté d'acheter plus que nécessaire ou d'acheter des produits sucrés ou des produits plutôt gras. Souvent, quand on se retrouve, quand on a très très faim et qu'on se retrouve dans le rayon des biscuits, on a tendance à craquer alors qu'on n'est pas forcément obligé d'en acheter. Et quand on n'a pas faim, en général, on y passe devant indifférent. Pour faire des économies, toujours comparer les prix au kilo, mais attention quand même au gaspillage. Quand on n'est que deux, si le fromage blanc d'un kilo, il est moins cher que le fromage blanc de 300 grammes, bah, on essaie de voir combien de fois on va en consommer. Est-ce qu'on va vraiment tout utiliser dans nos recettes? C'est pas la peine d'acheter un kilo parce que c'est moins cher, alors que au final, vous allez le gaspiller, vous allez le mettre à la poubelle. On prévoit un sac pour le frais et un sac pour les aliments qui vont dans les placards. Ça, ce sera plutôt pour le rangement des courses. Ce sera plus pratique et ça permettra de prioriser qu'est-ce qui est plus urgent à mettre au congélateur, etc.
Alors, nos conseils en cuisine. On nettoie les fruits et légumes à l'eau claire en tout premier. Donc, vous pouvez ajouter aussi du vinaigre blanc et laisser un petit peu reposer et ça nettoiera vraiment bien les derniers résidus et les dernières traces de terre sur vos fruits et légumes. On préchauffe le four et on met les casseroles d'eau à bouillir si c'est nécessaire. On épluche les légumes et on les découpe. Donc, on fait d'abord le préchauffage et ensuite on commence la préparation des légumes. Et on procède à la cuisson selon les modes de cuisson sélectionnés. Bon, là, peut-être ça vous paraît pas très clair, mais vous verrez qu'après, avec les recettes, tout vous paraîtra un petit peu plus clair. Donc, pendant la cuisson des premiers aliments, moi, je vous conseille de profiter pour nettoyer les ustensiles, faire la vaisselle, parce que ça peut couper très, très vite. Si vous accumulez trop de vaisselle, à la fin, vous allez avoir un tas énorme. Vous allez peut-être même manquer d'ustensiles. Donc, n'hésitez pas à le faire au fur et à mesure et ça vous dégoûtera un petit peu moins du batch cooking aussi. Ensuite, Alors, on opte. sachant, excuse-moi Manon, du coup, j'ai juste une remarque par rapport à ce qui était dit dans la diapositive juste avant, parce que c'est une question qui revient souvent au sujet du vinaigre blanc. Ça n'enlève pas les pesticides, comme ce qu'on entend parfois, mais c'est par contre au niveau des micro-organismes que ça a une action. C'est ça, hein? Oui, c'est ça, ça enlève en fait le pouvoir pathogène des bactéries qui peuvent rester sur les fruits et légumes et la terre qui peut rester par exemple sur les patates ou Mm. ce genre de choses. D'accord, merci. Merci, Julie. Et pour du coup, les conseils en cuisine, on va opter pour des aliments qui sont sans préparation. Donc, vous avez des aliments qui vont être sans préparation et qui vont être source de protéines, par exemple les sardines, le thon, les maquereaux en boîte. Voilà, vous allez en trouver une belle catégorie dans les rayons. Vous allez avoir par exemple le jambon de porc ou le blanc de poulet ou de dinde, qui va être une source de protéines sans préparation également. Les légumineuses en boîte, donc vous allez avoir des pois chiches, des haricots rouges, des lentilles, ça vous en avez aussi, vous avez aussi pas mal de choix. Euh, Ensuite, vous allez avoir en termes de féculents sans préparation, le pain. Idéalement, le pain, il faut essayer de le choisir soit complet, soit aux céréales, une forme qui soit un petit peu plus riche en fibres que du pain blanc, en fait, ou du pain de mie. Donc, vous pouvez choisir du pain, mais pour le choisir un petit peu mieux pour la santé, c'est vrai que c'est mieux d'être sur des formes un peu plus complexes. Après, rien n'empêche de manger une baguette, pas de problème avec ça non plus. Pour les féculents, vous allez pouvoir trouver par exemple du maïs ou des châtaignes, qui sont beaucoup. Pour les légumineuses en boîte, vous allez trouver là également des pois chiches, des haricots rouges et des lentilles. Alors, les légumineuses, je les ai mis dans deux catégories parce qu'ils rentrent à la fois dans la catégorie des féculents, mais ils sont très riches en protéines. Donc, ça peut être une source de protéines végétales qui est très intéressante et ça peut substituer une source de protéines animales. Pour les légumes, on va avoir des crudités qui sont assez faciles voilà, juste à croquer, donc les tomates cerises, les radis. Pour les légumes en boîte, vous allez avoir aussi là beaucoup de choix, les haricots verts, les petits pois, les cœurs d'artichaut, les asperges. Vous avez vraiment beaucoup de choix, beaucoup de choses sans préparation ou avec très peu de préparation. Alors, pour la conservation des aliments, là, on va voir en fait sur quelle durée on peut garder nos aliments dans le frigo. Donc là, on parle vraiment bien dans le réfrigérateur et pas dans le congélateur, hein, attention. Donc la viande cuite, ça va être 3 à 4 jours. Le poisson cuit, c'est un petit peu plus fragile parce que ça contient plus d'eau. Donc tous les aliments qui contiennent le plus d'eau sont plus fragiles parce que les bactéries se développent mieux en fait. Donc le poisson cuit, ça va être plutôt 1 à 2 jours. Les œufs durs, cuits, non écalés, attention, sans avoir enlevé la coquille, c'est 7 jours. Donc, vous pouvez les faire à l'avance et puis les écaler petit à petit. Les légumes cuits, ça va être 4 jours. Pareil, ça va être très riche en eau, mais il y a moins de risques sur le plan pathogène parce qu'il y a moins de bactéries que dans un poisson, par exemple. Et les céréales et légumineuses cuites, ça va être 4 à 5 jours. Donc, quelle organisation du frigo? Alors là, je vous ai mis un frigo, enfin, un frigo comme ça, mais maintenant, il y a les combinés où il y a le congélateur en dessous, hein. Mais c'est la même chose. On estime juste que le congélateur, il est en dessous et qu'on stocke en dessous, mais ça ne change en rien la circulation du froid dans le frigo. Donc, du coup, on a la porte à zone tempérée. Donc, dans la porte à zone tempérée, on met les produits qui n'ont pas trop de risques hygiéniques, par exemple les œufs. Alors, les œufs, il faut savoir qu'on peut aussi les conserver à température ambiante, hein. Au magasin, ils vous sont vendus à température ambiante dans les rayons. Il n'y a aucun souci de les conserver dehors aussi.
Ça dépend un peu des préférences des gens. Moi, je sais que si je vais stocker dehors, j'en casserai vite. Donc, c'est pas la peine. Ensuite, le beurre. Le beurre, c'est que des lipides, quasiment, hein. Il y a 82 grammes de lipides et ensuite le reste, c'est plutôt de l'eau. Donc, c'est un produit qui est quand même très, très stable et qui se garde assez longtemps parce que faut savoir que les bactéries, elles n'aiment pas se développer dans les milieux où il y a du gras. Donc, du coup, le beurre et l'huile sont des denrées qui sont peu fragiles. Le beurre est quand même plus fragile que l'huile. La confiture, les sauces, les condiments, les boissons, enfin voilà, vous pouvez stocker un petit peu tout ça sur le côté. Ça ne craint pas si ça a subi des variations de température. Au congélateur, bah forcément, on va conserver les produits surgelés ou les produits qu'on veut congeler. Attention, quand on congèle quelque chose, il vaut mieux que ce soit déjà froid. Donc, on attend que ça refroidisse et puis après, on met au congélateur. On ne met pas tout de suite chaud, sinon ça risque de faire varier les températures sur les autres aliments qui sont déjà congelés. Si on fait fondre les glaces, c'est quand même dommage. Ensuite, la zone froide. Donc, elle est entre 0 et 3 degrés. Là, on va trouver les laitages, donc les fromages, les viandes crues, les charcuteries. Ça va être une zone plutôt fraîche où on met les aliments qui sont assez fragiles et souvent, c'est les aliments d'origine animale. Ensuite, vous avez une autre zone fraîche qui va être plutôt pour là les aliments qui ont déjà été cuits, qui ont déjà subi une cuisson et qui, du coup, on a un risque microbiologique qui est moins important. Parce que quand on cuit un aliment à cœur à 60 degrés, l'aliment n'a plus de bactéries pathogènes. Mais attention, ces bactéries peuvent se redévelopper avec une conservation qui dure trop longtemps. Enfin, il faut respecter les durées de conservation qu'on avait vues juste avant quand même. Et ensuite, le bac à légumes. Donc là, c'est l'endroit le plus chaud de votre frigo, hein, où on met les fruits et légumes frais. Après, chacun ses goûts là-dessus. Il y a des gens qui conservent les tomates au frigo. Il y en a qui n'aiment pas parce qu'elles trouvent que ça enlève le goût. Voilà. En tout cas, on essaie de mettre dans le bac à légumes les légumes parce que si on les met en haut, on risque d'avoir un petit peu des phénomènes de ramollissement, un peu des congélations des fois sur certains frigos. Par exemple, les produits qui sont très riches en eau, comme les concombres ou les tomates, si on les met au fond du frigo, elles risquent d'être trop exposées au froid et avoir des variations de texture et ça va abîmer les légumes plus vite. Ensuite, pour les contenants, donc l'idéal pour conserver les plats qu'on aura fait au batch cooking, c'est la boîte hermétique en verre. Le verre, c'est un matériau qui est très stable, qui ne bouge pas à la cuisson, qui est vraiment le plus stable. Donc, si possible, rectangle, ça prendra un peu moins de place et ce sera plus pratique à ranger dans le réfrigérateur. Mais après, vous les prenez de quelle forme vous voulez. Si le contenant il est en plastique, on évite ces sigles-là. Pourquoi? Parce que certains plastiques ne sont pas très stables, notamment avec le contact avec certains aliments et le chaud. Donc, il va falloir éviter parce qu'on peut avoir des transferts de microparticules au niveau des aliments. Donc, ces plastiques-là ne sont pas adaptés à conditionner des aliments. Pour recouvrir les plats, donc l'aluminium, on évite le contact avec les aliments acides ou salés. Pour l'aluminium également, j'ai une petite astuce à vous partager. En fait, on a montré que de faire le poisson en papillote et tout ça directement avec l'aluminium, c'était pas forcément une super idée. Donc, ce qu'il faut faire, alors c'est pas très écolo, mais ça peut quand même aider, c'est de mettre d'abord du papier four et ensuite entourer de papier aluminium. En fait, ça évite les transferts de particules d'aluminium au niveau de vos aliments. Le papier film, c'est pour éviter surtout le contact avec les aliments gras. Et il y a une autre alternative qui est beaucoup plus écologique et qui est très sympa, c'est les bivraps. Ça, c'est des tissus, en fait, avec le dessus qui est en tissu classique, un peu comme du coton. Et en dessous, c'est imperméable. Vous avez une couche un peu cirée et ça permet de vraiment prendre la forme de votre emballage. Donc, c'est vraiment une alternative intéressante et vous pouvez trouver ça dans des magasins où il y a des trucs pour la maison. Je pense que vous en trouvez à Jiffy, à Farfouille, ce genre de choses. Ensuite, pour le réchauffage des plats. Alors, du coup, on va pouvoir cuire nos plats selon différentes méthodes. Soit on le fait au plus rapide et au plus commun, parce que souvent, quand on fait du batch cooking, c'est aussi pour le travail. Et au travail, on a le micro-ondes, on n'est pas toujours équipé avec des plaques et tout ça. Donc, le micro-ondes, c'est sans risque pour la santé, mais il faut veiller quand même à avoir quelques comportements protecteurs, on va dire. On va privilégier un temps de réchauffage un petit peu plus long, mais à faible puissance. C'est un petit peu mieux, et puis ça permet de mieux préserver les nutriments également.
On va veiller à ce que le contenant soit adapté, donc qu'il passe au micro-ondes, c'est ce cible-là. Et bien entretenir l'appareil, notamment les joints. Pourquoi les joints? Parce que c'est les joints qui permettent aux ondes de ne pas passer sur l'extérieur du micro-ondes. Donc voilà, quand on a un vieil appareil et qu'on commence à sentir que le joint il est fatigué, il ne faut pas hésiter à essayer de le changer. Le four, du coup, vous pouvez, selon vos envies, réchauffer vos plats de la manière que vous voulez. Donc le four, ça dépendra de ce que vous utilisez. C'est plus ou moins pratique. Après, si c'est quelque chose de gratiné, c'est vrai que ce sera plus sympa au four. Et la casserole, la poêle ou le fait-tout, ça peut être aussi une possibilité pour réchauffer les plats. Donc là, maintenant, on va passer à nos idées recettes. Alors, attends Manon, parce qu'on a deux Oui. questions avant de Ah, passer à je ne les ai la pas vues partie apparaître, suivante. pardon. Si tu reviens sur ta diapositive avec les plans alimentaires, Ouais. une personne trouvait que c'était assez léger pour le soir. Est-ce que tu as un commentaire à faire à ce sujet? Alors, la part de protéines, elle peut être mise que le midi, ça suffit. Mais si vous avez un appétit un petit peu plus important, il ne faut pas hésiter à intégrer une autre part de protéines, peut-être une demi-part, c'est plus intéressant. Après, là, par exemple, le lundi, vous voyez, vous avez déjà une part et demie de protéines parce que vous avez un œuf le matin et vous avez du poisson maigre le midi. Vous avez 150 grammes de protéines d'origine animale. Donc, théoriquement, le soir, vous n'avez pas besoin d'ajouter une source de protéines supplémentaire. Là, vous voyez, vous avez quand même 2 sources de protéines par jour et en général, ça varie sur une portion et demie. Mais vous pouvez aller jusqu'à 2 portions. Mais il ne faut pas hésiter également à intégrer des protéines végétales. Donc là, par exemple, vous voyez, vous avez des légumes secs, ça apporte d'autres types de protéines. Est-ce que ça vous paraît, ça répond un petit peu à votre question ou pas? Alors, en attendant que la personne Répondre dans le réponde, chat, je vais voir la question. j'ai deux éléments pour compléter. Déjà, c'est que quand on dit pain, c'est pas un tout petit bout de pain grand comme ça. On peut aller jusqu'à 50-60 grammes de pain. Et le deuxième élément, c'est que là, du coup, ça va être un plan alimentaire qui va potentiellement être adapté à toute la population française, mais après, du coup, chacun va adapter. Certains prennent un petit déjeuner très copieux, d'autres au contraire très léger ou même pas de petit déjeuner. Certains on préfère le soir, d'autres pas du tout. Donc là, on a fait, je vous dis on parce qu'on l'a fait avec Manon, ce tableau. On a essayé de faire une variété pour que tout le monde s'y retrouve un petit peu dans un jour de la semaine, mais effectivement, tout ne peut pas convenir à tout le À monde tout le monde. exactement. Exactement. Il y a des variabilités individuelles et puis selon qu'on soit sportif, qu'on soit un enfant, qu'on soit un ado, qu'on soit plutôt sédentaire ou une personne âgée, on n'a pas du tout les mêmes besoins. Mm. Là, c'est vraiment un plan assez global. Mais en général, les recommandations, c'est peut-être pour la part de protéines que ça vous semble un petit peu léger parce que parfois, je constate qu'elle n'y est pas le soir. Mais pour autant, effectivement, les protéines, on est plus sur une portion à 2 par jour. Donc là, on fonctionne sur une portion et demie sur tous les jours de la semaine quasiment. Et comme disait Julie, le pain, effectivement, on a tendance à se restreindre beaucoup, alors que finalement, ça peut être une source dans l'alimentation de féculents très importante et très qualitative. Alors Là, du coup, j'ai quelques témoignages. J'ai à 4 heures une collation et rien jusqu'au lendemain un petit déjeuner. Donc là, du coup, bah, effectivement, les dîners qu'on vous propose peuvent vous paraître alors copieux là, et à c'était, l'inverse. oui, là, c'était un plan alimentaire pour une collectivité. Attention, hein, en collectivité, Ah, il n'y a pas forcément un goûter. C'était hmm. peut-être pour ça que ça vous a un petit peu choqué, non? Peut-être. Et après, j'ai habitude alimentaire selon le poids de la personne. Si c'est sportif, un jeune ou une personne âgée. Donc, effectivement, c'est ce qu'on disait. Chacun, après, va adapter selon sa morphologie, ses habitudes et tout ça. Et ensuite, il y avait une question au niveau des contenants. Hmm. Deux questions. Avez-vous un avis sur les boîtes en inox qui vont au congélateur et au four? Les poêles en inox sont-elles préférables? Et pour Alors, conserver les épices, pouvons-nous utiliser des pots en verre avec couvercle en liège? Voilà, point d'interrogation. Alors, du coup, pour les contenants, l'inox, c'est un matériau qui est très stable aussi. Il n'y a pas de souci, il y a zéro transfert. C'est d'ailleurs ce qui est utilisé dans les restaurations collectives parce que ça ne bouge pas en fait. C'est comme le verre, donc c'est très bien. Vous pouvez conserver dans l'inox. La deuxième question, c'était pareil, c'était sur l'inox.
Les poêles en inox, Les la poêles en deuxième inox. question. Alors, les poêles en inox, pareil, ce qui est bien, c'est que bah, il n'y a pas de rayures, il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. C'est plutôt le téflon qui va être problématique, et notamment quand les poêles, elles commencent à s'user. Quand une poêle en téflon, elle est neuve, il n'y a pas de problème. Mais par contre, quand elle commence à se gratter au fond, il faut absolument changer la poêle parce que ça va faire des transferts sur les aliments. Et ça, c'est plutôt dangereux parce que c'est des métaux lourds, en fait. Donc, on va éviter les poêles en téflon abîmées. Abîmées, j'entends, parce que ça ne craint rien si elles sont neuves. Et Voilà. au Et niveau de la... oui, pardon, les épices avec le bouchon en liège, ben, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le conserver dans des contenants en verre. C'est ce qu'il y a de plus stable et qui permettra de les conserver d'une très bonne manière. Pas de problème, ça conservera très bien les saveurs, même avec un bouchon en liège. Ok. Et dernière question sur le pain, parce qu'effectivement, le pain est quand même plutôt pratique étant donné qu'on n'a pas besoin de le préparer. Enfin, sauf si on fait son pain soi-même, mais si on l'achète chez le boulanger, on n'a pas besoin de le préparer. Donc, ça nous fait gagner un certain temps en cuisine si on l'utilise comme féculent. Et la question est-ce qu'il y a un maximum de pain, de grammage de pain à consommer par jour ou pas? Non, il n'y a pas de maximum. Ça dépend vraiment déjà comment vous répartissez vos féculents, comment vous mangez le matin au petit déjeuner. Ça dépend. Une personne peut manger une baguette par jour sans que ce soit excessif. Une baguette, c'est 200 grammes. Donc, c'est pour vous montrer à quel point ça peut rentrer dans une ration équilibrée. Il ne faut pas s'inquiéter avec le pain. Après, je vous ai parlé du choix du pain par rapport au fait de la richesse en fibres de certains pains qui est plus intéressante. Parce que forcément, la richesse en fibres, ça va faire que c'est un aliment qui sera plus acétogène. Si vous mangez un sandwich avec jambon beurre avec du pain blanc, ça n'aura pas du tout le même effet que si vous mangez ce même jambon beurre avec du pain complet sur l'effet de satiété. Et du coup, bah, sur l'organisme aussi, parce que ça va faire que ça va vous maintenir de l'énergie sur un plus long moment avec du pain plus complet ou moins raffiné. Quand je vous dis moins raffiné, vous n'êtes pas obligé d'aller sur du complet. Vous pouvez aller sur des pains aux céréales, des pains au levain. Déjà, c'est beaucoup mieux que la baguette ordinaire, on va dire. Mais la baguette ordinaire peut quand même avoir sa place dans une alimentation équilibrée. Ça, c'est juste un petit conseil. Mais en tout cas, oui, le pain peut vraiment représenter une part importante et plus importante que ce qu'on le pense dans une ration. Et après, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, la part de féculents, c'est une des plus grosses variables en fonction des populations. Donc, si on est sur un sportif, il aura des parts de féculents qui sont assez énormes comparées à une personne âgée qui fait peu d'activité physique ou une femme enceinte. En fait, on n'aura pas du tout les mêmes besoins selon la population et la personne. Donc ça, c'est vraiment de l'individuel. Mais pour vous donner un ordre d'idée, on peut manger bah, le matin jusqu'à 80 grammes de pain, le midi 40-50 grammes, voire 60 de pain, et le soir pareil, sans que ça n'ait de gros impacts. Et on peut même manger à la fois du pain et des féculents dans l'assiette. C'est pas interdit. Il faut juste savoir remettre les choses à leur place et essayer de suivre au maximum le schéma de l'assiette idéale comme on l'a vu tout à l'heure. OK? C'est bon, il n'y a pas d'autres questions pour le moment. OK. Alors, on poursuit. Alors, du coup, là, on vous a fait des tableaux avec Julie sur les menus que vous pouvez faire en termes de batch cooking l'hiver en fonction des saisons. En fait. Vous allez voir. Donc, le lundi, là, en fait, je vais vous montrer comment concrètement le batch cooking s'est appliqué. Donc, le lundi, vous avez le gratin de cabillaud au poireau et au chorizo, du riz et une pomme. Le soir, vous avez une purée de pommes de terre, du chou-fleur, euh, un yaourt et une orange. Donc là, bon, pour l'instant, il n'y a pas moyen de voir pourquoi c'est du batch cooking. Ensuite, vous avez lentilles, carottes, saucisses, yaourt et poire. Tarte au brocoli, chèvre et clémentine. Là non plus, il n'y a pas moyen de le voir. Et le mercredi, vous retournez sur des choses que vous avez déjà cuisinées le lundi. Donc, par exemple, mercredi, vous allez avoir une omelette aux pommes de terre que vous avez cuites déjà pour la purée de pommes de terre du lundi soir. Vous allez avoir du chou-fleur rôti, le chou-fleur que vous aviez utilisé lundi dans la purée pommes de terre chou-fleur. Donc, vous voyez, vous ne faites pas du tout la même recette finalement avec les mêmes aliments de base. Et vous allez avoir les lentilles qui étaient déjà là mardi. Donc, c'était sous forme de lentilles saucisses avec des carottes, mais qui là, cette fois-ci, sont en salade, par exemple avec un peu d'échalote, de la vinaigrette, et sont consommées froides. Donc, du coup, vous n'avez pas du tout la même typologie de recette
qui fait que c'est pas lassant, parce que même si vous mangez la même chose le lundi et le mercredi, ben, c'est pas du tout cuisiné de la même façon, donc c'est beaucoup moins lassant que si vous aviez mangé 15 fois le même tupperware. Alors, il y a une Ensuite, question. Est-ce oui, qu'on peut remplacer le repas du lundi? Alors, j'imagine que c'est le repas du lundi soir, la purée de pommes de terre chou-fleur, par une soupe, j'imagine, du coup, de pommes de terre chou-fleur. Ça bah, revient bien au même? sûr, oui, ça revient au même. Il y aura une richesse en eau plus importante et forcément moins de féculents parce que sur une purée, on a une richesse plus importante en féculents, alors que là, ce sera plus de légumes que de pommes de terre pour avoir une texture souple. Mais oui, ça reste une possibilité. Mais dans ce cas-là, peut-être intégrer une petite source de protéines en plus pour avoir un plat un petit peu plus complet ou alors consommer du pain et du fromage à la place du yaourt. Ça peut être une D'accord. bonne idée. Ensuite, le jeudi, vous avez une poêlée de riz brocoli, poulet, lait de coco et une pomme. Donc, la poêlée, le riz, on l'avait déjà utilisé, je crois, dans le gratin. Non, c'est pas là, pardon. C'est le brocoli qu'on a utilisé dans la tarte au brocoli et aux chèvres le mardi. Donc, du coup, vous avez utilisé encore une fois un même légume d'une manière complètement différente. Et du coup, ça fait que ce n'est pas monotone et que vous n'avez pas l'impression de manger toujours la même chose avec du poulet au lait de coco. Et vous pouvez mettre dans cette recette-là beaucoup d'épices. C'est une recette un peu où vous pouvez mettre du curry, où vous pouvez mettre un peu du paprika, faire quelque chose d'assez épicé. Le jeudi, vous avez les linguines aux champignons, crème parmesan et clémentine. Donc là, pareil, vous avez réutilisé des champignons qui étaient déjà le mercredi. Vous avez encore mis des clémentines. Bon, pour les fruits, c'est assez relatif. Là, c'est surtout sur les recettes qu'on discute, mais effectivement, bah, vous allez acheter plusieurs fruits, donc c'est normal que vous consommez plusieurs fois le même fruit dans la semaine. Euh, donc les champignons, vous aurez utilisé d'une autre manière avec de la crème et du parmesan. Et ensuite, vous avez la salade de betterave, un œuf dur ou deux, hein, d'ailleurs, le pain et la banane. Donc là, je crois que les betteraves, on les avait pas encore utilisées, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc là, vous êtes sur le repas du vendredi où vous avez un peu fini le batch cooking, mais que vous utilisez, par exemple, les betteraves, vous les trouvez en conserve déjà coupées, et puis vous pouvez le faire super rapidement. Un œuf dur, ça prend 10 minutes, et puis il n'y a pas de grosse préparation. Et puis le soir, alors on vous a mis des recettes un peu sympas hein, en fonction des saisons aussi. Le soir, fondue savoyarde, on se fait plaisir, c'est le week-end. Il faut penser à se faire plaisir. L'équilibre alimentaire, c'est aussi ça, c'est aussi trouver du plaisir dans l'alimentation. Et le plaisir, bah, ça passe par des recettes pas très raisonnables des fois. Ensuite, au printemps. Alors là, du coup, on vous a mis un petit modèle de petit déjeuner aussi. Vous pouvez vous en inspirer ou pas. Après, quand on met pain complet, yaourt, orange, il faut aussi dire que sur le pain complet, il y a quelque chose. Hein. Vous n'allez pas manger le pain trempé dans le yaourt. Vous pouvez mettre du beurre, vous pouvez mettre de la confiture, ou vous pouvez mettre, je sais pas moi, de la purée de cacahuètes ou purée d'amande. Voilà. Quand il y a écrit pain, c'est juste la source de féculents. Ensuite, le midi. Donc, vous avez des pâtes au saumon et au poireau, du fromage râpé et une banane. Le soir, vous allez avoir une soupe de lentilles corail, carottes, du bacon grillé et une pomme. Ensuite, le mardi, vous allez avoir un risotto aux asperges et au poulet, un yaourt, un pamplemousse. La tarte aux épinards et aux chèvres avec des fraises. Donc là, pour l'instant, finalement, il n'y a rien qui ressort, qui était déjà à la veille. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a quand même pas de grosse monotonie parce que c'est quasiment un jour sur deux qu'on remange des aliments qu'on avait déjà mangés quelques jours avant. Donc là, on retrouve le dalle de lentilles. On avait fait une soupe de lentilles corail et là, les lentilles, elles sont utilisées dans un autre contexte. Donc le dalle de lentilles, c'est quelque chose qui est fait à la poêle hein, avec des épinards et ensuite on ajoute des épices. On peut le faire avec du lait de coco. On peut rajouter même une source de protéines si on en a envie, comme du poulet. Donc voilà, le dalle de lentilles, ça va pas du tout être pareil finalement en termes de consistance, en termes de texture, en termes de mode de préparation que la soupe de lentilles. Mais c'est les mêmes aliments de base. La salade d'endives, les noix, roquefort et des pommes. Donc là, les endives, on n'en avait pas encore utilisé. Ensuite, on a des pâtes aux asperges. Là, on avait fait un risotto aux asperges le jeudi. Donc, les asperges vont être utilisées dans un autre contexte
avec du bacon et du parmesan. Pareil, le bacon avait déjà été utilisé lundi soir. Des œufs cocottes à la fondue de poireaux. Donc, les poireaux, ils avaient été utilisés lundi et ils sont utilisés le jeudi. Il n'y a pas de problème hygiénique. Ça se garde pendant 4 ou 5 jours, les légumes, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, c'est bon. Et ensuite, le vendredi, bah, pareil, là, on est un peu sur le repas. J'ai fini mon batch cooking. Donc, bah, des radis en salade avec des sardines sur du pain. Vous pouvez mettre un petit peu de citron, des figues. Voilà. Et le soir, au printemps, pizza. Alors, on vous a pas fait les week-ends non plus, mais c'est parce que en général, le week-end, justement, c'est le moment où vous allez faire le batch cooking. Donc, le week-end, normalement, vous êtes censé cuisiner un petit peu au repas classique. Le menu d'été. Alors, du coup, ça fonctionne toujours sur le même principe. On va avoir du cabillaud, du riz et des tagliatelles de courgettes, yaourt et pastèque. Le soir, on va avoir poêlée de haricots verts, pommes de terre, comté, abricots. Le mardi, pâte au poulet, aubergines grillées et gruyère râpée et encore une fois de la pastèque le mardi. La tarte à la tomate avec un fromage blanc et des myrtilles. Et le mercredi, on va avoir une ratatouille. Donc, on aura utilisé les courgettes, les aubergines, on aura mis des oignons. Enfin, voilà, une ratatouille qui sera faite à base de tous les aliments que vous allez consommer au cours de la semaine. Du riz. Donc, le riz, pareil, il avait déjà été fait le lundi. Donc, on réutilise du riz qu'on a fait en gros pour la semaine. Yaourt et des abricots. Une salade concombre feta et un œuf à la coque avec du pain et une nectarine. Le jeudi, salade de haricots verts, maïs et thon en boîte. Donc là, on a les haricots verts. Ils ont été utilisés pour le lundi dans la poêlée de haricots verts. Avec un yaourt et une pêche. Ensuite, vous avez melon jambon cru avec du pain et du fromage de chèvre. Et le vendredi, salade de pois chiches avec de la feta qui avait été utilisée également dans les concombres feta. La feta, attention, ça ne se conserve pas très très longtemps. C'est un produit qui se dégrade assez rapidement. 2 jours, ça va, hein, 2, 3 jours, ça va, mais c'est vrai que vous avez tout de suite un arrière-goût particulier. C'est très riche en eau. Et des tomates qui ont été utilisées dans la ratatouille également, du pain et du melon. Donc, vous voyez, vraiment, vous faites varier sur les modes de préparation, mais vous restez toujours avec une même base. Mais finalement, on peut faire des recettes très variées avec un même féculent ou avec un même légume. Et le vendredi soir, bah, vu que c'est l'été, barbecue. Et enfin, les menus d'automne, oui, c'est le dernier. Les menus d'automne, donc vous allez avoir purée de carottes, sole, riz, fromage blanc et des figues. Une soupe potiron, patates douces et lait de coco avec une poire. Là aussi, selon votre appétit, vous pouvez ajouter un peu de pain, vous pouvez ajouter un produit laitier. Enfin voilà, ça c'est vraiment pas figé. Le mardi, patates douces rôties. Donc, les patates douces que vous aviez dans la soupe la veille, elles se retrouvent rôties au four, donc pas du tout le même mode de préparation, avec des carottes, un steak haché, un yaourt, une pomme. Ensuite, vous avez le gratin de butternut et de pommes de terre au reblochon. Le mercredi, filet mignon aux châtaignes et aux champignons, avec un yaourt et un kaki. Une soupe de butternut au curry avec du pain et du fromage. Donc là, le butternut, vous l'avez déjà utilisé la veille, mais en gratin. Donc là, vous l'avez fait sous forme de soupe. C'est encore différent en termes de texture et de préparation et pareil, de consistance. Hein. Et le jeudi, le chili sin carne avec du riz, un yaourt et des figues. Une salade de betterave avec du potiron fourré au lardon et aux chèvres. Très bon cette recette. Je l'ai testée. C'est Julie qui m'avait fait tester cette recette. Elle est très bonne et validée. Et une poire. Donc là, pareil, vous avez utilisé le potiron que vous aviez déjà utilisé en début de semaine. Et le vendredi, en dernier, salade verte, œuf au plat, pain, Saint-Nectaire et raisin. Donc voilà, vous avez compris le principe. Globalement, le week-end, en conclusion finalement, le week-end, vous allez préparer vos aliments, faire des pré-cuissons ou des préparations entières. Là, par exemple, pour le gratin de butternut et de pommes de terre, pour tout ce qui est gratin, en fait,
bah, forcément, ce sera déjà tout fait. Donc ça, ce sera des recettes où il n'y aura plus à réchauffer. Mais certaines recettes, elles s'y prêtent plus si elles sont composées à l'instant T. Par exemple, bon, là, les patates douces rôties et les carottes, elles sont déjà faites. Mais le steak haché, vous n'allez pas vous amuser à le cuire le week-end. Vous allez le cuire à l'instant T. Ce sera beaucoup plus agréable à la consistance. Enfin, vous n'aurez pas une semelle. Donc, du coup, c'est beaucoup mieux de faire certaines choses au dernier moment. Le tout, c'est que ça vous prenne pas trop de temps et que vous sachiez que à tel moment, bah, vous allez manger tel repas. Donc, il y a des recettes qui s'y prêtent à assembler au fur et à mesure, notamment tout ce qui est salade composée. Là, j'en ai pas trop sur l'hiver, mais par exemple, salade de pois chiches, feta et tomates. Bah, pareil, vous n'allez pas faire des tupperwares où vous allez mettre directement la vinaigrette parce que ça va plutôt avoir tendance à ramollir tous les aliments et à un peu défaire un peu la texture. Alors, il vaut mieux assembler tout au dernier moment. Vous allez mettre les pois chiches, la feta, les tomates, mais les tomates, elles ont déjà, par exemple, été précoupées. Donc, ça va quand même accélérer un petit peu la préparation. Donc, selon les recettes, ça se prête plus de préparer au dernier moment. Et pour d'autres recettes, bah, c'est beaucoup plus pratique de les faire en tout entière et de juste réchauffer. Ça, c'est selon vos envies. Et comme Il y on... a Oui. une question maintenant. La soupe sans matière grasse se garde bien aussi à 4 ou 5 jours? Point d'interrogation. Ça peut aller. Après, si on veut être sûr, vous pouvez la congeler, hein, tout simplement. Après, les légumes, c'est vrai qu'on est plus sur 4 jours. Euh, Plutôt 4 jours que 5 quand même. Voilà, 4 jours, ça sera quand même plus stable. Après, vous pouvez avoir quand même un développement bactérien, notamment dans la soupe où on est sur quelque chose qui est très riche en eau. Donc, si vous voulez être sûr certaine, eh ben, vous la mettez au congélateur et vous la sortez la veille. Il y a d'autres questions? C'est vrai que là, on fait du collectif et c'est des webconférences où on essaie de s'adresser à tout le monde. Donc, c'est compliqué de faire quelque chose où vous allez vous reconnaître à 100%. Mais pour autant, voilà, le but, c'est de comprendre vraiment déjà le schéma de l'assiette idéale. C'est le plus pratique, c'est de savoir classifier les aliments, qu'est-ce qui est un féculent, qu'est-ce qui est un légume, qu'est-ce qui est une protéine. Et finalement, en sachant faire cette assiette idéale, vous allez savoir composer de manière équilibrée votre batch cooking et le faire à vos goûts. Parce qu'il y a peut-être des recettes qui ne sont pas adaptées à vos goûts. Voilà, il faudra s'adapter à la fois à la saisonnalité et à la fois à vos goûts tout en sachant essayer de classifier les aliments selon leur famille. Et Est-ce- aussi, là, on avait poussé la chose à fond en faisant toute la semaine en batch cooking, mais il se peut que peut-être vous, ce qui vous intéresse, c'est de faire que 3 repas en batch cooking et le reste les faire le jour même. C'est Tout possible, à bien fait. sûr, tout est possible aussi. Tout à fait. Le batch cooking, ça peut se prêter, par exemple, pour les salariés qui veulent juste faire leur repas du midi. Ils n'auront peut-être pas besoin de faire aussi le repas du soir. Donc, c'est vraiment, le batch cooking, il s'adapte vraiment à tout le monde et puis chacun le fait comme il en a envie et comme il en a besoin. Alors, est-ce qu'il y a des questions supplémentaires? Dangerosité des couvercles en plastique pour les contenants en verre. Alors, sur les couverts en plastique, il n'y a pas tant de Les soucis que couvercles. ça. Ah, les couvercles, pardon. Parce qu'en Déjà, général, c'est vrai que le couvercle est en plastique oui, à chaque fois. tout à fait, à chaque fois. Donc, ben, il n'y a pas de dangerosité réelle si vous le retirez à la cuisson finalement au micro-ondes. Enfin voilà, il n'y a pas tant de transfert normalement, à part si vous remplissez à ras-bord votre tupperware. Et en général, il y a une petite tirette sur le dessus, sur les couvercles pour les tupperwares en verre, pas sur tous, mais en général, où vous pouvez faire sortir la chaleur. C'est adapté pour faire refroidir un petit peu les plats. Donc la chaleur remonte à la surface et ça fait sortir un petit peu le chaud. Mais il n'y a pas une grosse dangerosité. Le plus dangereux, en fait, c'est les contenants qui ne sont pas censés aller au micro-ondes et qui vont au micro-ondes et qui font du transfert sur les aliments parce que ça expose. Enfin, si l'aliment est directement dans ce contenant en plastique qui n'est pas adapté, là, il y a des transferts.
Alors, j'ai deux questions, une question, enfin, deux questions en une. Le temps de conservation, si tu le connais, du riz et des pâtes cuites. Ouais, voilà, il n'y a pas trop de dangerosité, hein. Vous pouvez le garder jusqu'à 5 jours sans problème. S'il n'y a pas d'assaisonnement dedans, on fait attention à ce qu'on a mis Ouais. dedans. Si c'est brut, il n'y a pas de problème. Et transfert au frigo des aliments vers le couvercle en plastique. Parce que là, du coup, on parlait du micro-ondes, mais pour le frigo, c'est pas dangereux. Non, c'est pas plus dangereux que ça. C'est plutôt l'exposition à la chaleur avec le plastique qui est problématique. Donc le frigo, Ok. il y a pas de gros problème. Alors, merci à tous d'avoir participé. Merci à toi, Manon, pour toutes tes explications. Merci à vous pour votre attention et maintenant à vos fourneaux.